Bonjour, Bunjia. Je suis très heureux de pouvoir vous parler, mais en même temps très triste parce que je ne pourrais pas en ce moment me rendre au Brésil pour vous parler vraiment en présence, c'est-à-dire en chair et en os, comme on dit en français. Donc, je vais ouvrir un questionnement sur les possibilités d'accès des personnes aux besoins particuliers, aux musées, aux galeries, etc. J'ai déjà eu l'honneur d'être dans votre musée et je pense que ce que vous faites, c'est vraiment intéressant et cela mérite un soutien des plus forts de ma part. Donc, d'abord, de commencer à parler de ces questions-là, je dois dire que j'ai publié une fois une étude dans la revue de Louvre avec le titre « Les musées d'autres perceptions ». Ça veut dire les musées qui s'occupent aussi d'autres perceptions que les perceptions, ce qu'on appelle normales. Donc les regards différents, les approches différentes, comme d'habituel. Et dans cet article, j'ai nommé le thème « Les voies difficiles du silence ». Pas seulement les voies du silence, que sont les musées selon Malraux, mais c'est les voies difficiles, presque impossibles de silence. Pourquoi impossible? Parce que dans le monde entier, on commence à peine à introduire les gens de besoins particuliers, avec les besoins particuliers, à pouvoir participer, donc partager les richesses muséales, les richesses qui existent dans les musées ou dans les galeries. Pourquoi les musées d'autres perceptions? Parce que les musées qui sont établis aujourd'hui, qui fonctionnent, sont faits, soi-disant, pour les gens normaux. Les gens qui perçoivent de façon conventionnelle, sans aucun effort, en général, parler, etc. Voilà. Il y a donc ce problème qui se pose, comment envisager les musées d'autres perceptions. Et voilà, ça va être le thème de mon propos. Comme vous savez, j'appartiens à ce groupe de personnes qui sont privées de la liberté. Pour moi, être handicapé, ça veut dire privé de la liberté, être privé de la liberté aux besoins particuliers. C'est, selon moi, la meilleure définition. Il y a des aveugles qui sont dans cette situation-là. Il y a des sourds-muets, il y a des malvoyants, il y a les tétraplégiques et tout ça. Bon, plein d'handicapés, ce qu'on appelle communément handicapés, qui sont dans la situation de la privation de la liberté. Une des plus grandes privations de la liberté, c'est le problème d'accessibilité aux œuvres d'art, à la richesse culturelle du monde. Pour cela, on commence à peine à évoquer ce problème-là parce qu'on a été, pendant des siècles, tenu à être silencieux, à écouter les autres, que les autres parlent à notre nom propre au lieu que nous arrivions à notre parole propre, que nous disions nous-mêmes nos besoins, notre liberté et notre esclavage, c'est-à-dire notre façon d'être privé de la liberté. Mais les musées d'autres perceptions, parce que les musées d'autres perceptions peuvent englober aussi des personnes qui regardent autrement, ça veut dire les enfants, les gens qui sont en fauteuil roulant, les gens qui n'ont pas la même attitude corporelle que la moyenne normale, soi-disant normale, et où ils peuvent avoir donc la même perspective que tout le monde, mais ça, ce n'est pas encore fait. Pour vous donner un exemple très typique, tous les musées au monde sont faits par la logique du regard, de l'œil physique. Par exemple, les sculptures d'habitude sont exposées pour un regard frontal, pas pour un regard tridimensionnel, c'est-à-dire le regard qui va autour,
Et encore moins, les sculptures ne sont pas exposées pour être touchées, ça veut dire regarder de près, mais sont mis un peu comme si toutes les sculptures étaient destinées à un regard des yeux, un regard physique des yeux. Même par exemple le musée Rodin ou d'autres musées où il y a des sculptures. Ça c'est très typique. Donc le monde oculocentrique est très puissant et domine pour le moment toutes les autres perceptions, n'est-ce pas? Pas seulement tactile, aussi d'autres perceptions, disons d'autres perspectives, la perspective d'oiseau, la perspective de grenouille, n'entre pas en considération dans les musées, ou très peu, n'est-ce pas, parce que vous avez presque toujours les positions frontales, c'est-à-dire contre le regard, où il faut mettre le regard contre, ou il faut mettre l'objet contre le regard physique, c'est-à-dire en face de nos yeux, et face à nos yeux, et pas quelque chose qui tiendrait compte de la dimension tridimensionnelle de la sculpture. En ce qui concerne la sculpture, il faut accentuer aussi le fait que nous autres, les aveugles, nous avons un regard tridimensionnel. Troisième œil, c'est un regard tridimensionnel. Parce que nous pouvons, avec nos mains ou notre corps, parce que le regard d'aveugle, le regard de troisième œil, est sur tout le corps, pas seulement sur les bouts des doigts ou sur les mains, mais sur tout le corps. Ça veut dire, c'est un regard érotique. Érotique, ça veut dire le regard dans les ténèbres. Quand on regarde dans les ténèbres, nous pouvons avoir un regard plane sur les ténèbres. C'est ce qu'on appelle l'obscurité frontale. Par exemple, le carré noir de Malevich. Ça représente une obscurité frontale face à nous. Mais il y a l'obscurité comme volume, tridimensionnel. C'est le regard de troisième œil qui peuvent englober cette réalité. Donc, si je mets mes mains, ou si je mets mon corps à côté d'une sculpture, si je l'embrasse, si je la serre dans mes bras en quelque sorte, ou si je l'englobe avec mes bras, si je la prends dans mes bras, je fais en sorte que moi et la sculpture, nous sommes de la même logique tridimensionnelle. Je suis un volume et j'aborde un autre volume qu'est la sculpture, où je suis une présence spatiale, une présence corporelle spatiale, et j'aborde dans ce cas-là une autre présence spatiale, corporelle, qui s'appelle la sculpture. Il faudra commencer à parler de cette logique-là pour comprendre mieux le regard de troisième œil. Déjà, le bon vieux philosophe Diderot s'est rendu compte que le regard d'aveugle est le regard tridimensionnel. Il faudra savoir que même lorsqu'il s'agit d'une description d'une peinture, l'idée qui se fait selon la description, à cela je vais revenir plus tard, est tridimensionnelle pour un aveugle. Un aveugle ne peut pas s'imaginer un miroir qui est imaginé par les voyants comme une affaire plane, donc une réalité plane, mais s'imagine un miroir comme tridimensionnel, c'est-à-dire que la personne devant le miroir est identique à la personne dans le miroir. Pour comprendre cela, il faut essayer aussi de faire comprendre aux aveugles, surtout aux aveugles nés, qu'est-ce que c'est qu'un miroir. Ça existe, j'ai une méthode très simple que je ne vais pas exploiter maintenant, mais qui existe. Je vais vous seulement expliquer ma méthode que j'ai utilisée aussi à l'occasion de l'exposition des ombres pour les enfants, ici à la Cité des Sciences, donc à la Cité des Sciences, où j'ai expliqué l'ombre portée pour les enfants aveugles. Qu'est-ce que c'est que l'ombre? L'ombre, donc, d'une pyramide, c'est le triangle. L'ombre d'un globe, c'est un cercle. L'ombre de nos pieds, lorsque le soleil est au zénith,
c'est la semelle. La semelle, donc, que nous ne voyons pas parce que c'est sous les pieds, n'est-ce pas? La semelle représente exactement l'ombre de notre pied lorsque le soleil est au zénith. Donc, on peut se créer l'image tout à fait intellectuelle ou spirituelle du phénomène de l'ombre. Et ça, on peut expliquer aussi bien aux aveugles qui ont vu une fois, comme c'est mon cas, ou aux aveugles nés. Moi, j'ai expliqué aussi déjà à une aveugle née en Allemagne qu'est-ce que c'est qu'un horizon. Mais là, je ne peux pas vous faire la démonstration de cela parce que ça demanderait plus de temps. Donc, l'ombre, qui est tout à fait une réalité bidimensionnelle, c'est-à-dire plane, ça peut être expliqué aussi aux aveugles nés. Parce que, à la différence des gens qui voient, nous voyons les ténèbres comme volume, nous percevons les ténèbres comme volume avec notre troisième œil, et les gens qui voient les ténèbres de façon frontale, d'habitude, comme quelque chose de plane, c'est-à-dire une chose qui est en face et une réalité qui est en face, qui est frontale. C'est la même logique, cette logique qu'utilisent les musées pour mettre en valeur les sculptures, c'est-à-dire la position frontale. Or, les sculptures existent dans l'espace tridimensionnel et pas dans l'espace bidimensionnel. Il y a aussi les bas-reliefs qui sont au passage entre l'espace plane, l'espace bidimensionnel et l'espace tridimensionnel. Ça, c'est valable pour les bas-reliefs. Alors, je dis que la perception d'un aveugle est la perception érotique, le regard érotique. Eros, c'est Dieu grec qui a vécu dans les ténèbres, et entre lui et Psyché, lorsqu'elle a été encore fidèle à sa prescription, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas qu'il allume une lampe pour le voir, il ne faudra pas qu'elle le voie, c'est-à-dire pendant cette cohabitation-là, ils étaient dans la proximité absolue, c'est-à-dire qu'ils faisaient partie d'un tout, qu'il n'y avait pas entre eux la distance du regard. Lorsque Psyché a trahi son mari, elle a allumé la lampe à l'huile, et une goutte chaude d'huile est tombée sur le dos d'Eros. Eros s'est réveillé et il a vu qu'il est trahi. Pourquoi il était trahi? Parce que le regard, c'est l'organe de la distance, c'est pas la situation érotique, c'est-à-dire le regard rapproché. Le regard approché, c'est par excellence le regard érotique. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous nous approchons de lui jusqu'à un tel point que nous devenons aveugles. Donc, nous sommes tous soumis au mythe d'Eros et Psyché, c'est-à-dire le mythe qui nous fait de l'amour une proximité relative, pas absolue, parce que la proximité absolue, c'est seulement chez Eros et chez ses héritiers d'Eros, qui sommes nous tous des aveugles, nous sommes l'héritier en droite ligne, n'est-ce pas, d'Eros grec, c'est-à-dire d'Eros, dieu de l'amour. L'amour au sens de la proximité absolue, au sens qu'il n'y ait pas entre nous et notre objet de notre perception, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas donc une distance qui est créée par le regard physique, par les yeux. Les yeux donc sont l'organe de la distance, l'organe qui nous sépare, qui crée entre nous et l'objet aimé la séparation, donc la douleur, la nostalgie après et le désir d'être de nouveau là.